Salut à tous. Une semaine chargée sur le plan social avec plusieurs manifestations, notamment du corps médical, mais aussi des enseignants. Les restaurateurs peinent à trouver des clients et un lieu mystérieux et un peu loufoque sur la commune de Plancfoy. Toute l'actualité de cette semaine, c'est tout de suite dans votre JT Hebdo. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-filles. Il n'y a pas qu'en musique que les manifestants ont souhaité se faire entendre ce jeudi matin dans les rues de Saint-Étienne, à grand renfort de pancartes également, car le ras-le-bol est perceptible dès l'arrivée dans le cortège. On exige d'avoir de vraies protections comme des masques FFP2, des purificateurs d'air, des capteurs de CO2. On a de nombreux collègues qui par exemple ont acheté eux-mêmes des capteurs de CO2. Ça met en avant que l'école est en mauvaise santé, exactement comme l'hôpital public en fait. Car le protocole change beaucoup trop souvent. Désormais, une surcharge de travail qui met cette directrice d'école au bord du burn-out. En l'espace de 2 ans, nous avons eu 49 protocoles sanitaires. Nous n'avons pas dans les écoles de secrétariat. Nous sommes auprès de nos élèves principalement. Dans ce temps-là, on le prend où? On ne travaille pas pour l'ARS. Nous, ce qu'on veut, c'est des infirmières. On veut plus de moyens, on veut du personnel pour nous aider concrètement sur le terrain. Un protocole qui alourdit aussi considérablement le travail des ATSEM. Embauchés par les municipalités, ils sont là pour aider les enseignants dans leurs tâches quotidiennes. Tout simplement, toute la journée, nous devons faire des désinfections sur tout ce qui est poignée de porte, interrupteurs, tables, chaises, en fait tous les points de contact. On a un rôle également pédagogique qui est très peu reconnu, donc on a double casquette, c'est très dur du coup à gérer sur une journée. Autre secteur d'activité représenté dans le cortège, les assistantes maternelles. Les nounous, que l'on ne voit d'habitude jamais dans les cortèges, ont cette fois-ci décidé de se faire entendre, car elles aussi sont en première ligne. Les enfants cas contact, on doit continuer à les accueillir, donc le souci c'est qu'ils peuvent se contaminer entre eux, et contaminer aussi leur famille. Et notre famille. Et notre famille également. Dans notre foyer, si un de nos enfants ou notre conjoint est positif, on doit arrêter de travailler, mais vu que ce n'est pas nous qui sommes malades, on n'est pas pris en charge par la CPAM. Donc on a une perte de revenus complète. Au jour d'aujourd'hui, le Covid nous autorise à accueillir jusqu'à 8 enfants, en comptant les nôtres. Alors que normalement c'est 4. Et ils nous mettent en danger en plus de ça. Et les profs ne comptent pas baisser la garde. Ils donnent rendez-vous dans 15 jours, le 27 janvier, pour une mobilisation interprofessionnelle cette fois-ci. C'est une journée inhabituelle pour les nourrices de cette agence spécialisée dans la garde d'enfants. Face aux nombreuses fermetures d'écoles, une dizaine de petits a été rajoutés au planning à la dernière minute, mais heureusement certains parents avaient anticipé. Alors aujourd'hui en elle-même, ça a été un peu compliqué dès ce matin à 8h, même à 7h30. Donc des parents m'ont contacté se retrouvant ou des intervenantes se retrouvant un peu dans la panade. Et donc avec des grèves prévues pour certains, donc on va dire depuis lundi. Ça a vraiment commencé à augmenter au niveau de l'activité, soit des annulations, soit lors des prestations en plus au niveau de l'agence. La plupart des familles donc ont eu les services de nos nounous. Après, il y avait beaucoup aussi de familles qui s'étaient débrouillées par leurs propres moyens, qui ont fait appel aux grands-parents, où là, il y avait des écoles qui avaient prévenu en amont, depuis lundi à peu près, ils étaient prévenus. Les 27 nounous de l'agence ont été réquisitionnés toute la journée, comme Ilona ici depuis septembre. C'est la première fois qu'elle vit une journée aussi mouvementée. Ce matin, du coup, je gardais une petite fille qui s'appelle Mina à son domicile. Donc, du coup, j'ai commencé à la garder à 5h30. Et après, je devais l'amener à l'école à 8h. Et donc, quand je suis arrivée devant l'école, je me suis aperçue que les professeurs étaient en grève. Donc, du coup, j'ai appelé ma responsable pour lui dire que je pouvais pas la poser à l'école. Donc, d'appeler la famille pour voir avec eux. Je l'ai gardée, du coup, jusqu'à midi. Et c'est ma responsable qui a vu avec la famille, du coup, pour qu'ils puissent rentrer plus tôt en fin de matinée. Elle s'est arrangée pour être sûre que j'ai pas d'autres prestations ou quoi que ce soit. L'agence connaît tout de même beaucoup d'annulations car de nombreux enfants ont attrapé la Covid-19. 3 nourrices ont été aussi contaminées depuis le début du mois de janvier. De la bourse du travail jusqu'à la préfecture, les aides-soignants et la CGT ont exprimé leur colère. Ils protestent pour dénoncer leurs conditions de travail et certaines inégalités, comme le fait Thomas, éducateur spécialisé. Et c'est surtout par rapport aux revalorisations du Ségur pour qu'elles soient étendues au secteur médico-social de manière conséquente, et notamment pour les éducs, mais aussi pour le secteur administratif, pour tout le monde en fait, et pas seulement pour 2-3 professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne un public de plus en plus précaire, et nous par rapport au salaire qu'on a, on est quelquefois aussi précaire.
Et le Ségur aussi s'applique seulement à certaines catégories du médico-social et pas à tous les corps de métier, donc c'est assez inégalitaire. Des étudiants du secteur médical manifestent aussi pour défendre leurs futurs droits. En tant qu'infirmière, Dorine souhaite quant à elle plus de personnel pour pouvoir souffler. Étant moins nombreuses, forcément, physiquement, on n'a pas forcément le temps de pause pour prendre notre repas ou des choses comme ça. Les patients qui ont besoin, on est avec eux. Du côté du CHU de Saint-Étienne, une trentaine de manipulateurs radio se sont mobilisés devant les bâtiments A et B. C'est dans la bonne humeur et en chanson qu'ils demandent plus de personnel. Le problème, c'est qu'au CHU de Saint-Étienne, on a énormément de mal à recruter. On a en fait, par exemple, les HCL, les hôpitaux de Lyon qui proposent aux jeunes qui veulent venir chez nous des primes de 5 000 € versées en 2 fois. Et aujourd'hui, on est vraiment sous-effectif et on a besoin que l'hôpital de Saint-Étienne propose une politique identique à celle des hôpitaux périphériques. Malgré cette journée de mobilisation, les manipulateurs radio doivent quand même poursuivre leurs occupations. Pour cette 3e dose, c'est un jeune homme en uniforme qui accueille le patient. Grégoire est élève médecin à l'école de santé de l'armée à Bron. Avec 3 de ses collègues, il a été appelé en renfort pour réaliser les vaccins à Saint-Étienne, un devoir qu'il fait volontiers. On a nos études en parallèle, mais oui, pour nous c'était normal de venir donner un coup de main. C'est un plus, ça nous permet de voir des patients plus vite aussi, parce que dans les études de médecine, malheureusement, les patients, on n'en voit qu'à partir de la 3e année. Donc c'est un petit plus. Aujourd'hui, ce sont 4 militaires qui ont répondu à la demande de renfort au vaccinodrome de Saint-Étienne. L'armée déploie ses effectifs, que ce soit des élèves, des médecins ou des infirmiers pour administrer les vaccins. Ils sont appelés par l'ARS pour répondre à la crise. Nous, notre mission, elle est vraiment de contribuer lorsqu'il y a un impact fort, donc sur une période, quelque chose de plus stratégique, telle qu'une vague, telle que la vague Omicron. Donc c'est pas vraiment dû à la carte ou du renfort des uns ou des autres, c'est plus cette vision globale. Actuellement, c'est une 5e vague. Nous sommes ici sur cette 5e vague avec une politique de 3e dose qui fait qu'on a d'autant plus besoin de vaccination. Et dans cette nouvelle vague, l'objectif est de réaliser 30 millions de vaccins en 6 semaines. Autre point sensible, les tests Covid. La demande explose. Des renforts militaires dans ce domaine pourraient aussi être envisagés par la préfète de la Loire. L'armée peut être une option, ça n'est pas la seule. Nous avons aujourd'hui d'immenses ressources et des personnes tant du côté des médecins retraités, des infirmiers, des pharmaciens, des personnels de l'ARS. Nous verrons en fonction des besoins. Si cette organisation ne suffit pas malgré un déploiement en augmentation, eh bien nous verrons si des renforts peuvent être envisagés. Aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité. En tout cas, ça ne correspond pas à un besoin identifié. Pour l'heure, rien n'est engagé sur la participation des militaires sur les tests. Leur mission de renfort sur les vaccins continue. En revanche, ils devraient être de nouveau sollicités la semaine prochaine sur le centre de Saint-Étienne. C'est le sujet qui inquiète tout le monde dans la pharmacie du Grand Clos. Près de 10 000 habitants du secteur Grand Clos et Côte-Chaude se retrouvent sans médecin traitant. Des pharmacies et des infirmiers ont donc lancé une pétition le 15 décembre. Celle-ci a été distribuée dans les commerces du quartier. La pharmacie Grand Clos a déjà récolté 120 signatures. Il ne reste plus qu'à attendre de récupérer les autres et d'envoyer le tout à la mairie de Saint-Étienne. Alors on a créé cette pétition parce qu'aujourd'hui, mis à part les pharmacies et les cabinets infirmiers sur le quartier, il n'y a plus rien. Plus de médecins, plus de kinés, il y avait un dentiste qui n'y est plus depuis des années et la plupart des gens du quartier sont vieillissants, ont besoin d'aide et cette aide, ils ne la trouvent plus. 2 rencontres ont déjà eu lieu avec la mairie et même si ça n'a pas vraiment fait avancer les choses, les professionnels de santé du quartier restent lucides. Les différents acteurs sont au courant. On sait pertinemment qu'ils ne sont pas responsables du départ du médecin, des différents praticiens de santé qui sont partis. Ils ne sont pas responsables non plus de l'arrivée des nouveaux, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais on ne veut pas avoir ni de regrets ni de remords. On veut aussi faire savoir aux habitants et aux résidents du quartier que les professionnels de santé qui sont en place encore sont là, ils sont mobilisés et ils ne les laisseront pas tomber.
La mairie de Saint-Étienne prend quand même au sérieux la situation. Leur objectif est d'améliorer l'attractivité du territoire et d'attirer les jeunes médecins. J'ai rencontré donc le doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne ainsi que le responsable de l'enseignement de la médecine générale pour voir comment est-ce qu'on pouvait tout simplement informer, parler aux futurs médecins donc, qui vont sortir de la fac pour les inciter donc, à s'installer donc sur le territoire. Mon idée serait de pouvoir créer une cellule de coordination avec l'ensemble donc de ces acteurs pour pouvoir réfléchir à cette problématique. Le projet d'une maison de santé pluriprofessionnelle est souhaité dans le quartier, mais il va falloir encore attendre des candidatures de médecins. Ce début de semaine commence timidement dans l'allée gourmande du centre commercial Style. Cela fait plusieurs semaines que les clients ne sont plus au rendez-vous. Une restauratrice qui n'a pas voulu témoigner devant la caméra nous a fait un bilan catastrophique avec une perte du chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à moins 70% ces derniers mois. De quoi jouer sur le moral et se poser des questions. Ce restaurateur italien avait pourtant fait un démarrage exceptionnel à l'ouverture du centre, mais la crise sanitaire et les restrictions successives auront eu raison de la fréquentation. Pour le gérant, ce qu'il manque, c'est de la communication et de la visibilité. Ce qui fait l'attraction en fait, du centre commercial, c'est peut-être le pôle restaurant justement. Nous avons 24 lieux où on peut se restaurer. Ce qui représente en fait une valeur ajoutée par rapport à l'ensemble des centres commerciaux, parce que ça c'est assez rare. Et sachant que de communiquer au fait que les restaurants sont ouverts 7 jours sur 7, même le dimanche, et le soir jusqu'à 23h. Et ça, je pense qu'il y a énormément de monde qui ne le sait pas. Et si le centre commercial est particulièrement touché, le phénomène s'étend à l'ensemble des restaurants de la Loire. À Saint-Chamond, on enregistre une baisse d'activité, notamment depuis les dernières annonces du gouvernement. Moi, je suis ouvert que les midis de semaine, donc du coup, l'impact pour nous est énorme. Et j'ai fait des groupes en soirée, donc du coup, quasiment tout est annulé. Et jusque-là, la vente à emporter me rattrape un peu ce manque à gagner. Mais aujourd'hui aussi, avec l'arrivée du télétravail, la vente à emporter a diminué aussi. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on n'a absolument aucune contrainte. On pourrait recevoir des groupes, on peut recevoir du monde. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui ont peur. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est travailler de manière correcte. Et si vraiment les gens ne reviennent pas, on aura malheureusement besoin d'aide encore. La perte du chiffre d'affaires est une réalité pour l'ensemble des restaurants ligériens et sans aide de l'État, certains pourraient se retrouver en difficulté. Dans ce restaurant de Style, l'effectif est déjà passé de 45 à 27 salariés et d'autres licenciements pourraient encore avoir lieu. Dans cette société de carrelage, l'année commence plutôt bien. Les carnets de commandes se remplissent. Seul problème, il manquerait un peu de main-d'œuvre pour réaliser les chantiers. Une équipe de 12 personnes et il y avait déjà une personne qui était cas contact. Plus quand j'ai demandé à la société de Thomas Intérim pour les intérimaires, il y a eu des choses aussi qui n'a pas pu être présent comme il aurait voulu à donner des personnes pour ses collaborateurs parce qu'il y avait des cas contacts et Covid. Donc, tout le monde est touché. Le chef d'entreprise a dû apprendre à jongler et doit régulièrement expliquer les retards de chantier à ses clients. La société pourrait facilement prendre 4 ou 5 intérimaires, mais là aussi, il y a un manque. Les entreprises sont à l'affût de tous les profils qui se présentent comme ici, un candidat sans expérience qui veut se reconvertir dans un travail d'extérieur. On l'a proposé dans 7 entreprises à 11 heures, à 14 heures, sans expérience. Il y a 4 entreprises qui veulent le profil. En ce moment, la crise du Covid plombe l'émission, mais il y a derrière une vraie problématique. On a une énorme demande et on est pénalisé, les entreprises sont pénalisées par le manque de salariés qu'on arrive à détacher. Mais à la sortie de cette crise, et je ne sais pas quand est-ce que ce sera, nous verrons bien. Mais le problème aujourd'hui, je pense que le Covid cache un peu c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, quoi. Cette agence d'intérim tente de couvrir les besoins d'une centaine d'entreprises sur son bassin, mais une quarantaine de missions restent encore à pourvoir et le phénomène pourrait bien perdurer, même en fin de crise sanitaire.
Et d'ici quelques semaines, Férouz sera peut-être la nouvelle Miss France, venue de la Loire. Cette jeune femme d'1,58 m, originaire du quartier de Montrénaud à Saint-Étienne, a été sélectionnée parmi les 36 candidates à l'élection de Miss Petite de France, un concours porté par le comité Miss National qu'elle a découvert un peu par hasard il y a quelques semaines. On m'a appelé pour un shooting photo à Lyon et une femme m'a parlé de ce concours en me disant que mon visage pouvait intéresser ce concours. Elle m'a demandé d'y participer. Au début, j'ai un peu ri parce que je ne connaissais pas du tout l'existence. J'ai toujours aimé les Miss. Je pense que tout le monde a voulu un jour être Miss. Mais on va dire que j'avais pas la taille requise. 1,58 m, c'est un peu petit. Et du coup, vu la taille et je suis pas forcément très fine, je m'imaginais pas du tout pouvoir participer à ces concours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune Stéphanoise prend ce concours avec autant de légèreté que de recul. Moi j'y vais par expérience de la vie. Donc après gagner pourquoi pas, mais pour moi j'y vais vraiment pour explorer et essayer de nouvelles choses. Ça pourrait m'apporter déjà un peu plus de visibilité. Par exemple j'aime beaucoup le monde de la mode, des shootings et tout, et peut-être que ça pourra m'apporter des contacts. De toute manière c'est toujours qu'on a l'impression que ça se passe mal, donc j'y vais comme ça, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Car Férouz a établi ses priorités, poursuivre ses études de commerce et s'investir dans l'association qu'elle a créée pour aider des familles dans le besoin. Cette élection, elle la voit donc surtout comme une façon de montrer que la beauté ne se limite pas au nombre de centimètres. Moi je trouve que ça casse un peu les codes et en plus, faut dire la vérité, je pense qu'il y a une énorme partie des Françaises qui ne fait pas 1,70 m et je pense qu'on se sent un peu plus représenté. Parce que même si on aime ces concours et que c'est beau, on se sent pas très représenté. Surtout quand on a des formes ou qu'on est petite, on s'y retrouve pas malheureusement. Et notez que Férouz a déjà reçu des soutiens sur son compte Instagram. Si vous souhaitez vous aussi la soutenir, rendez-vous sur le site comitémissnational.com. Les votes sont payants, mais ils compteront pour moitié avec ceux du jury. Aujourd'hui, les rues de Saint-Étienne étaient presque désertes. Malgré ce premier jour des soldes, les clients n'étaient pas au rendez-vous. Comme vous pouvez vous apercevoir, c'est assez calme. Le contexte actuel, je pense, est pas très bon pour le commerce. Ça fait une petite semaine là que c'est très calme. Et je pensais qu'aujourd'hui, il y allait avoir un peu plus de monde, mais comme vous pouvez voir dans le magasin, c'est un peu calme. C'est pas mauvais, mais pour l'instant, c'est pas l'euphorie. Après, les soldes, ce n'est plus les soldes d'il y a quelques années. Ça a complètement changé maintenant. Le premier mercredi est donc un peu triste, mais les commerçants misent tout sur les prochains jours. On attend, c'est que la première journée, donc on espère que ce sera un petit peu plus fructueux dans les jours à venir. On espère que les gens seront un petit peu plus nombreux et puis voilà, on va essayer de faire de notre mieux et essayer de faire en sorte d'attirer le plus de clientèle, mais bon... le problème c'est eux qui choisissent, donc voilà, la conjoncture est difficile un petit peu pour tout le monde, donc on s'adapte et voilà, on fera de notre mieux et on essaye de satisfaire et d'un côté et de l'autre. Et même les habitants se rendent compte que les clients manquent à l'appel. Là, pour un mercredi, pour un premier jour, il n'y avait pas beaucoup de monde, je trouve. On a connu pire, on va dire. C'est le premier jour, les gens attendent plusieurs jours parce que ça commence à 30%, ça finit parfois à 50, 60. Donc, il y a eu des ventes privées, donc les gens se sont peut-être précipités dans le privé. Les soldes se termineront le 8 février. Après ça, il faudra attendre le 22 juin pour les soldes d'été. Alors oui, je me trouve exactement sur la RD 1082 sur le territoire de Planfoy. À quelques kilomètres de Saint-Étienne, on est un petit peu plus haut que l'aire de Chaînage qui est juste en dessous de cette route. Et sur ce rocher, eh bien, vous le voyez, il y a des nains de jardin. Alors c'est assez original, il y en a une dizaine aujourd'hui. Et il y a un énorme mystère autour de ces nains. On ne sait pas exactement qui les a posés, collés ici même, parce qu'il y a du boulot quand même. Ils sont tous bien collés, bien fixés. Alors je suis avec Cédric Loubet, le maire de Planfoy, qui va essayer de nous éclairer un petit peu sur l'origine de ces nains. Vous, est-ce que vous en avez déjà collé un ? Alors moi, je n'ai jamais collé de nain sur ce mur de Planfoy.
Mais je sais que des facétieux planfoyards ont eu effectivement l'habitude maintenant depuis quelques années d'animer ce mur en y installant quelques nains. Alors, est-ce que vous aimeriez que ce site devienne un petit site touristique de Planfoy où il faut quand même rappeler voilà, la dangerosité un peu du lieu quand même, hein? Voilà, on va expliquer que si on est venu à pied, on a quand même fait quelques centaines de mètres le long de la RD 1082, qui n'est pas forcément prévu pour ça. On n'a pas de possibilité de parking à proximité, donc c'est un site que j'invite plutôt à découvrir quand on circule en voiture et non pas à pied. Bon, les nains de jardin entre nous, c'est plutôt ringard. Ils vous plaisent, ces petits habitants de Planfoy ? Eh ben justement, plutôt que de les voir rester dans les jardins et conserver leur image, au moins ici, ils trouvent une nouvelle vocation et une nouvelle activité. Et puis, si vous regardez bien, il y a un peu de tout. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y a des nains, il y a d'autres personnages. Donc c'est vraiment une galerie complète qui est sur ce mur. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ces nains. Et si vous regardez un petit peu au-dessus, le nain rouge, alors je ne sais pas si on le voit bien, il est dans une petite grotte. Le nain rouge là-haut, c'est un des premiers qui a été mis sur ce mur, donc le long de la RD 1082. Le JT Hebdo, c'est fini. Le journal revient lundi à 18h30. Ce sera aux côtés d'Adrien Blétry. En attendant, passez un excellent week-end dans la Loire.